Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Plus belle Massarthe, le numéro 2 de la saison 2025, un numéro placé sous le signe du village de Cromières, comme vous avez pu le voir sur ces très belles images et des reportages dont nous allons reparler à nouveau avec Pascal Mariette dans quelques instants. Le temps justement pour nous de vous présenter notre plateau ce soir, à commencer par Alice Dinsande-Meyer qui est en charge de la médiation scientifique pour l'Institut d'acoustique de l'Université du Mans. Bonsoir. Bonsoir. On parlera avec vous des cloches puisque 2 conférences sont prévues dans peu de temps. Notre autre invité, Dominique Chauvelier, athlète sartois qui a participé aux Jeux Olympiques et qui détient plusieurs records de France, d'Europe, etc. Un palmarès long comme le bras. Salut Dominique. Bonsoir. Serge Bertin, notre éminent et patenté spécialiste du patois sartois avec lequel ce soir on va s'amuser. On va essayer. On peut le dire. Bonsoir. Oui. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, Pascal Mariette, pour revenir un instant, s'apesantir sur ce doux village de Cromières, qui mérite sans doute le détour, n'est-ce pas Pascal? Parce qu'il y a aussi des choses à découvrir sur le plan patrimonial. Tout à fait. Alors, évidemment, c'est entre la route de la Flèche et Sablé, il y a un feu. Je crois qu'il y a toujours le feu. Et s'il y a le feu, n'hésitez pas, vous tournez, hop, vous prenez du côté de l'église et vous allez voir le centre-bourg. Parce que dans le centre-bourg, il y a beaucoup de témoignages avec de très très belles bâtisses. On voit la ligne droite là sur l'ancienne carte postale. Mais surtout, à droite, regardez, il y a ces toits très pentus qui veulent nous dire que simplement, c'est des maisons qui remontent bien avant le XVIIe siècle, en gros. Jusqu'au XVIIe siècle, on faisait des pentes très, très pentues pour que l'eau descende rapidement. Puis on faisait un petit coyot et hop, c'était jeté. Alors dans le centre-bourg, évidemment, il y a l'église, faut aller la visiter, Saint-Hippolyte et Saint-Laurent, base cœur du XIIIe siècle et transept en gros du XVe siècle. Et puis surtout autour, il y a toutes ces petites ruelles avec ces maisons. Et donc je vous conseille absolument de parcourir ces quelques ruelles, c'est intéressant. Très belle maison, 15e, 16e, 17e siècle. Et dans ces maisons, effectivement, il y en a une qui ressort par rapport aux autres. C'est la maison dite de Malicorne, qui est une maison qui est inscrite au monument historique depuis 1978. C'est pas celle-ci, mais on voit que celle-ci, il reste des restes. On passe sur la ruelle de Malicorne et on va voir cette maison. Alors cette maison, là, on la voit de dos. Et cette maison, la voici. Alors pourquoi elle est inscrite? Parce qu'elle a toute une histoire. Alors on ne sait pas si ça vient simplement de la famille voisine des Malicorne. Malicorne n'est pas très loin de Cromières. Mais aussi, il y a cette expression qui dit mal-icorne, c'est-à-dire malheur à celui qui frappe ou qui sonne à la porte. Donc qui corne à la porte. Alors vous avez vu sur la façade, on a encore des fenêtres, des anciennes fenêtres qui ont perdu leur croisée. En haut, à l'étage, au 19e, on a modifié. Mais à l'intérieur, il y a une jolie fresque, c'est pour ça aussi, qui est inscrite elle aussi au monument historique, qui représente Saint-Christophe. Alors pourquoi on met une fresque de Saint-Christophe, qui c'est plutôt dans les pièces où il y a les chambres? Eh bien tout simplement, c'est parce qu'on avait peur de ne pas se réveiller. Apparemment, il y a une petite phrase en latin au pied de la fresque qui dit « Regarde Christophe, après cela, va-t'en rassurer ». C'est-à-dire en gros, tu peux passer une bonne nuit, tu vas pas mourir en t'endormant. Autre chose dans le centre-bourg, on l'a vu tout à l'heure dans la première partie, c'est la chapelle Notre-Dame des Vertus. Alors cette chapelle que l'on aperçoit avec son petit clocheton sur la carte postale, clocheton qui a disparu aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, le clocheton disparaît, mais cette chapelle a été construite en 1865 sur une ancienne chapelle. Mais il faut dire que au Moyen-Âge, la peste et le choléra ont fait qu'on allait, à la fin de ces grandes épidémies, prier et surtout aller voir Notre-Dame des Vertus à la Flèche. Donc on faisait une procession de Cromières à la Flèche. Et puis après, au XVIIe siècle, ils se sont dit on va faire notre chapelle pour aller éviter de faire ces grands pèlerinages très longs et en kilomètres. Donc on se construit une chapelle, mais du XVIIe jusqu'en 1865. En 1865, on rase tout et on fait cette chapelle, donc très 19e siècle, en architecture, qui est Notre-Dame des Vertus. Autre chose, on en a parlé aussi dans la première partie, c'est le château de la Potardière. C'est un des
plus beaux châteaux de cette commune. Et donc, c'est sur une ancienne seigneurie qui existait au XIVe siècle. Mais il n'en reste en gros que la tourelle qui est juste derrière. La tourelle qui est du XVIe, elle, c'est la partie la plus ancienne. Et c'est un château surtout qui a été complètement remanié au XVIIIe et au XIXe. En 1850, on fait de gros travaux. Et surtout, en 1857, on va y construire une chapelle, une très jolie chapelle. Autre château, voilà la chapelle, autre château qui est à peu près dans le même esprit, et là c'est quelque chose que j'aime bien, c'est le château de la Boulerie. Et le château de la Boulerie, lui, c'est un château qui a été construit au XVIIe siècle, et puis on va surtout l'agrandir au XIXe. En 1810, l'architecte Adrien Luçon va y ajouter 2 ailes et aménager surtout un parc. Il y a un magnifique parc. Et en 1882, là aussi, on y fait une aile nord, et construite par un autre architecte angevin, Ernest Danville. Vous voyez, c'est un très beau château, très joli parc, et surtout, ce château va accueillir une famille, la famille de la Boulerie, qui au XIXe siècle, voici la chapelle de ce château, mais au XIXe siècle, ce château va compter parmi de nombreux membres qui seront assez prestigieux au niveau national et local. Donc ils vont fournir un juge au XIXe, un ministre de Charles X, un sous-préfet de la Flèche, un inspecteur général des finances et un ministre de MacMahon. Donc quand même, c'est une famille qui a eu certaines aura à un moment donné. Donc la chapelle, elle, qui avait été la première chapelle construite en 1548, donc a été reconstruite en 1815. On l'a aperçu tout à l'heure. Et puis, il y a un autre endroit charmant dans ce château, qui est alors on pourrait appeler ça une gloriette si c'était plus petit, mais là on va appeler ça une folie. C'est un joli petit bâtiment qui est casé au fond du parc. Et c'est une jolie folie, un joli pavillon, un édicule, le voici, qui est un petit peu inspiré des temples grecs. C'est vraiment superbe. Alors il y a plusieurs noms, on peut dire pavillon, effectivement, folie, édicule, qui est vraiment une inspiration romantique. Et ça, si un jour vous avez l'occasion de visiter, surtout, n'hésitez pas d'y aller. Voilà pour Cromières, cette jolie ville. Comme quoi, un village qui ne paye pas de mine comme ça en apparence, mais qui recèle des vrais trésors à l'image des châteaux. Juste, entre parenthèses, vous avez parlé de Gloriette. Moi, ça me rappelle la Gloriette à Saint-Calais, de la famille Garnier, parce qu'on parle beaucoup de l'Opéra Garnier actuellement, qui fête ses 150 ans. Il faut savoir que le Charles Garnier, l'architecte de ce bel édifice parisien, est d'origine sartoise, de Saint-Calais, puisque ses parents étaient de Saint-Calais, et que sa grand-mère avait une gloriette sur les bords de la rivière. C'était charmant, la gloriette, ça permettait souvent au monsieur de la maison ou à la dame de maison de s'isoler à un moment des familles et du bruit pour aller lire. Alors généralement, il y a une petite cheminée, ou alors c'était vraiment l'esprit romantique. C'est là où on rejoignait au fond du bois sa promise. Bon, un petit mot dernier sur Cromières, avec l'énigme de Pascal. Alors à Cromières est née une personne qui s'appelle Germaine Leloy-Godefroy. Elle est née à Cromières, je ne vais pas vous dire à quelle date, je vous le dirai après, mais surtout, elle est assez importante dans l'histoire de France. Alors, est-ce que c'est la dernière femme mineure en France ? Est-ce que c'est la dernière femme guillotinée en France ? Est-ce la dernière femme à barbe française montrée sur les foires ? Point d'interrogation, à vous de me dire. Bon, voilà, pendant que vous réfléchissez chez vous, les amis, est-ce que vous avez une petite idée, Alice J'avais une question. Qu'est-ce qui trouve des questions pareilles? C'est moi. Et celle-là, elle est pimentée, ouais. Non, pas d'idée, hein. J'imagine que c'est vraiment le... je pense pour la femme à barbe, moi. Femme à barbe, ouais. Bon, parce que vous en avez vu tellement en 24 heures, dans la foire du Tertre Rouge. Moi, je connais la réponse. Pascal? Eh bien, c'est la dernière femme guillotinée en France. Elle est née à Cromières. Elle a été marchande de charbon, je crois, vers Baugé, etc. Et elle a tué son mari parce qu'elle était vraiment éprise de son employé. Et donc, elle a été jugée et condamnée à la guillotine en 1948 à Angers. L'exécution ça a été faite à Angers. Et donc voilà pour cette triste histoire, mais donc c'est la dernière femme effectivement qui a été guillotinée en France, qui est née à Cromières. Parfait. Merci pour ce tour d'horizon et toutes ces informations qui enrichissent à chaque fois notre culture générale de la Sarthe. On passe maintenant au patois.
Et maître Serge Bertin, je vous trouve bien énervé ce soir. Excité. Là, mais Jean, quelle aventure. J'en sais tout macaboulé. Vous voyez pas ce que ça veut dire, alors tout bouche verdée. Chamboulé. Chamboulé, bravo. Pourquoi? Parce que la semaine passée, figurez-vous, que j'ai vécu un événement riche en événements, en émotions, pardon. Une visite chez un roi. Quel roi? François Ier. Enfin, il n'était plus là, lui. Mais il y avait son château quand même. Et son château, c'était à Villers-Cotterêts. Alors, pourquoi Villers-Cotterêts? Qu'est-ce qui est intéressant à Villers-Cotterêts, à votre avis? C'est la Cité internationale de la langue française. Il est bien expliqué ce qu'il a. Hein. Oui, merci, bravo. Hein. La langue française, effectivement. Et c'est le sanctuaire donc de notre langue nationale. Or, qui dit langue nationale dit automatiquement patois régional. Et qui dit patois régional dit sartois, évidemment. Oui. Alors, nous, à ELA, notre association, on s'est dit, dans notre petit seu, se dire dans son petit seu, ça veut dire dans son petit souhait, ça veut dire entre nous. On s'est dit, notre livre, vous savez, on a fait un livre qui contient les œuvres de nombreuses Sartoises et Sartois. On s'est dit, il faut que notre livre, il aille dans le patrimoine national. Donc, il faut qu'on aille à Villers-Cotterêts et qu'on leur donne notre livre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, ni une ni deux? Le gars Fabrice, vous le connaissez, Fabrice qui vient de temps en temps. Bien sûr. Mais il a pris sa short. Hein. Une grosse short. Pourquoi une grosse short? Parce qu'on était nombreux. Hein. Et puis, ma foi, nous voilà partis dans la short au gars Fabrice, en direction de Villers-Cotterêts. C'est loin, Villers-Cotterêts. C'est de l'autre côté de Paris. C'est le 02, le département, c'est dans l'Aisne, je crois. Le 02, nous, on était à 0,0. Hein, parce qu'il y avait une de ses pieds. Hein, une pluie battante et pendant tout le temps, on n'a eu que de la pied. Et le pauvre Fabrice, il conduisait dans sa short et puis on avait la pied. Voilà. Alors vous et alors voilà, j'espérais que vous alliez me dire ça. Voilà. On a tout vu. Et dites-vous bien, ce qu'on a vu, c'était vraiment très très beau. C'était bio, mais alors émouvant. On était tout éberloqués. Regardez, vous avez là, on ne le voit plus maintenant, hein, mais vous aviez devant vous, regardez, des noms. Quand vous entrez dans ce beau château, dans la cour intérieure, en haut, tout un tas de noms. Alors, vous pensez bien qu'on a cherché. Et on a trouvé le mot patois. Il y a le patois. Il n'y a pas le sartois. C'est dommage. Hein. Mais le mot patois figure dans cette espèce de guirlande de mots français. Donc, on était complètement ébahis devant ce beau spectacle. Alors, vous allez me dire, c'est tout. Oui, c'est tout. Non, c'est pas tout. Parce qu'on a vu non seulement le château, mais le directeur à défaut du roi. Et le directeur s'appelle M. Paul Rondin. Et figurez-vous que devant M. Paul Rondin, alors vous voyez les gars là, il y a le Fabrice, il y a le Jean Revers, et puis la Annie, ils sont tous suffoqués devant un aussi beau spectacle. Et devant le directeur, M. Paul Rondin, on a, qui était accompagné de son adjoint responsable des collections, qui s'appelait M. Hervé de Gand, on leur a solennellement, c'est celui qui est au milieu. Hein. Enfin, on est quatre, vous me direz, le milieu, il n'en a pas. Mais on ne connaît pas de toute façon. Vous ne les connaissez pas. Hein. On y a donné notre livre. Et il était content. Et on n'y a pas seulement donné notre livre, mais on y a donné aussi tout un tas de livres, un paquet cadeau qui contenait toutes les œuvres des Sartois. Il y avait l'œuvre du gars Fabrice, il y avait l'œuvre du gars Fernand, et puis d'Edith Jacquenot. Elle n'était plus là, malheureuse, mais son petit livre. Bref, on a remis une espèce d'ensemble du patois pour qu'il entre dans les collections. M. Rondin, il était heureux comme tout, figurez-vous. Alors, il nous a fait visiter l'exposition, parce qu'il y a une exposition permanente. Je vous conseille d'aller voir cette exposition. Villers-Cotterêts, vous voyez le Gorgeon, là, il est devant, dans la chapelle, et c'est à l'endroit que François Ier a signé les fameux édits de Villers-Cotterêts, vous savez, qui faisait de la langue française la langue officielle, en quelque sorte, en remplacement du latin. Mais François Ier n'avait pas l'idée de supprimer les patois. Il disait le français, mais pour lui, les patois pouvaient exister quand même. C'est pour ça qu'on aime bien François Ier. On a vu cette exposition, je vous conseille d'y aller.
Et puis, M. Rondin, quand il nous a quittés, il nous a dit, ben, vous êtes chez vous. On était content qu'il nous dise ça, parce que la Sarthe, chez elle, à Villers-Cotterêts, c'est pas mal. On avait réussi notre affaire. Et on s'en est revendu. On est revenu toujours sous la pied. Il était bien tard. On était berzillés là. Mais, dame, quand j'y pense, j'en sais encore tout rigoustin. Quel témoignage et quel voyage. Finalement, il n'y a pas besoin d'aller si loin pour vivre des émotions aussi intenses. Parce qu'on est quand même à 200 km à peu près à vol d'oiseau d'ici du Mans. Oui, et le pouce. Ça va. Un gros pouce. Ça va. Oui, mais, enfin, on voit que vous avez été marqué, quoi. J'ai été marqué par ce grand voyage. Ouais. Mais Bon, il faut dire super. que là, je me conduis à me montrer prudent sur les grandes distances. On a bien senti l'émotion générale qui vous a tous gagné. On était... Bon, complétez ce petit pamphlet. Vous avez bien quelques petits mots doux. Un indice. Une vernée. Et c'est en rapport à ce qu'on vient de faire. Une vernée, de quoi que c'est ? Une virée, ouais. Une aventure. Eh bien, on peut dire que notre affaire de Villers-Cotterêts, c'était une saprée vernée. Eh bien oui, dame. Il y en a encore une autre. Et là aussi, c'est un peu compliqué, mais un homme manché. Un homme manché, c'est quelque chose de compliqué, ça. Ouais. Bien habillé Non, c'est endimanché. Endimanché, Un homme manché, c'est... c'est le bazar. C'est compliqué. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une affaire bien compliquée. C'est emmancher quelque chose, mais avoir du mal à le faire. Ça, c'est une emmanche. Un sarcher jaégron, ça paraît un petit peu de l'hébreu, ça. Un sarcher jaégron. D'abord, un sarcher, ça veut dire, c'est la même chose qu'un sapré. Et un sapré, ça veut dire un sacré. Ah, d'accord. Un sarcher, sapré, un gégron. C'est presque comme du français. Mais on inverse les R, et à la place du « et », on met « a ». Et ça fait un quoi ? Un jargon. Un jargon. Un jargon. Un jargon, c'est un sacré langage. Vous êtes sartoise, vous, Alice ? Pas du tout, je suis bretonne. Ah oui, donc ça me fait drôle de l'entendre. Oh là là. Elle a tout compris. C'est heurté. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Encore un autre ? Allez, un petit dernier. Allez, parluiser. 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 Aïe, ça. Bof. Parler doucement. Comme on fait en ce moment. C'est l'idée de parler, c'est c'est parler. Mais c'est parler de manière recherchée. Oui, voilà. Intellect. Ah oui, c'est pas Un patois intellect. Oui, je dirais un parler parisien. Mais je ne sais pas s'il y a des Parisiens dans le coin. Mais, avec un peu de bienséance. C'est pas tatassé, quoi. On est vraiment dans quelque chose de plus. Et un dernier, tiens. Ouais, on voit que vous êtes allé au château. Maintenant, vous parlez de... Tatiller, justement, parce qu'il a dit tatasser. Tatiller, ça veut dire quoi, ça ? C'est ça, parler, bavarder. Bavarder, d'accord. Bon, on vient que de tatiller, là. Ça sera le mot de la fin, alors. On a bien tatillé. Merci, Serge. Rien. Bon, pour compléter, on va dire, ce petit couplet sur le patrimoine, moi, je vous propose maintenant l'histoire du jour. Alors, à l'histoire de quelle compagnie française le nom de Louis Basse, originaire de Roisey-sur-Sarthe, est-il associé ? S'agit-il, la réponse A, de la conserverie Pellier, B, des mutuelles du Mans Assurance, ou C, de la chocolatière Meignier. Alors là, on parle de choses du début, fin 19e, début 20e siècle. Voilà, un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Alice, pareil, ça va être un peu le hasard, on va dire. Il n'y a rien qui vous... Je dirais entre la conserverie et la chocolatière Meunier, mais... On voit le gourmand, là. Ouais. Serge, vous connaissez, vous, B. J'imagine. Réponse B. Voilà. C'est B. Meunier et Pellier, c'est des entreprises sartoises. Et ouais, tout ça, c'est sartois. Donc, c'est l'un des trois, mais... Non. J'aurais dit les mutuelles du Mans aussi, elle est un peu chauvin. Effectivement, c'est la réponse B, les mutuelles du Mans Assurance. L'histoire des MMA remonte donc à 1828, lorsque Louis Basse, avocat, député et futur maire du Mans, pendant 9 ans, a réuni 24 sociétaires pour créer une société ayant pour mission d'assurer leurs biens immobiliers en cas d'incendie. Et donc cette entreprise, c'était l'ancêtre de MMA, baptisée la Mutuelle Immobilière Incendie. Voilà, c'était donc les débuts, les balbutiements des mutuelles du Mans, aujourd'hui plus connues sous le nom de MMA. Voilà, qui nous amène sans transition, on va dire, à un autre sujet, mais quelque part qui est lié aussi avec le 18e, le 19e siècle, puisqu'il s'agit des cloches. Alice, vous êtes dans l'organisation
d'une conférence, de 2 conférences qui vont avoir lieu au Mans prochainement, puisque c'est le 20 et le 26 janvier, C'est ça, je crois. 21 et 26 janvier. Voilà. On aura 2 conférences autour de l'histoire et du patrimoine et liées effectivement au... Ouais, et qui sont organisées, ces conférences, par... C'est dans le cadre de la Semaine du son et c'est porté par l'Université du Mans. D'accord. Et donc 2 conférences bien distinctes et qui... Oui, c'est ça. Donc, la première portera sur les cloches et donc on fera dialoguer en fait un campanographe et un acousticien du laboratoire d'acoustique. Donc le campanographe, c'est quelqu'un qui va aller recenser toutes les cloches dans les clochers, relever les inscriptions, estimer le poids de la cloche, etc. Et pour essayer d'identifier par exemple qui est le fondeur et connaître l'histoire de cette cloche-là. L'acousticien, lui, il va plus être intéressé par comprendre comment la cloche sonne, évidemment. Ouais. Et pourquoi pas aider les fondeurs aussi à améliorer leurs cloches, puisqu'on fonde toujours des cloches aujourd'hui. Alors quand on pense, pour ça je faisais le lien tout à l'heure, 19e, les bolets bien évidemment, qui étaient à l'origine des fondeurs de cloches. Oui, une bonne partie des cloches du Mans ont été fondées par les bolets qui sont arrivés au 18e et qui ont eu de génération en génération des fonderies jusqu'à la dernière qui était à Saint-Jean-de-Bray, qui a fermé en 2014 je crois, où il y a toujours un musée d'ailleurs, qui peut être visité, qui retrace un peu l'histoire de la famille Bollé et aussi des techniques de fonderie. Alors Bordeaux, Nantes, Rennes, Reims, je crois qu'il y a encore beaucoup de cathédrales, d'églises en France qui ont des cloches Bollé d'ailleurs. Dans le monde entier, en fait, il y a des cloches qui sont exportées sur tous les continents par les Bollé, tout à fait. Alors qui seront les interlocuteurs, on va dire, les animateurs des deux conférences? Alors pour la conférence sur les cloches, ce sera Quentin Boinet, campanographe, mais aussi étudiant en histoire à l'Université du Mans. Et Frédéric Ablitzer, qui est acousticien au laboratoire d'acoustique. D'accord. Et pour la seconde conférence, ça ne parlera pas vraiment des cloches, mais plutôt de l'histoire de l'acoustique. En fait, on retracera comment les savants du XVIIe se sont posé la question justement de comment un objet fait du son. Parce jusqu'à longtemps, c'était quand même assez magique en fait, puisque le son, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Et au XVIIe, il y a la révolution scientifique, et là, on commence à poser vraiment... des vraies démarches scientifiques pour essayer de vraiment comprendre comment les sons se créent. Et donc là, ce sera Aurélien Rouillet, qui est historien à l'Université du Mans, qui interviendra avec moi. Moi, je serai là plus sur la partie... on viendra avec des petites expériences en fait, à montrer au public. On a recréé des expériences d'époque pour essayer de montrer comment on faisait des sciences à une époque où même l'horloge n'existait pas. Donc il faut s'imaginer qu'on faisait des mesures sans aucun instrument de mesure en fait. Ouais, parce que la cloche, c'est l'un des plus vieux instruments sonores, on va dire, qui puisse exister. Les idiophones en général, c'est tout ce qui désigne les objets sur lesquels on tape. Oui, c'est les premiers instruments. Alors ça se déroulera où, ces 2 conférences? Au même endroit ou, Alors la première, ce sera au CPFI, Centre patrimonial de la facture instrumentale, c'est pas loin du centre-ville. Et la seconde, ce sera les médiathèques Aragon, au Mans, donc les 2 conférences. Votre présence, c'est aussi l'occasion de nous parler un petit mot quand même du centre acoustique du Mans, qui est quand même quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. C'est ça. Et que les spectateurs ou les téléspectateurs ont peut-être l'occasion de visiter, puisqu'on peut parler d'une porte ouverte, c'est ça? Oui. Entre les 2 dates? En fait, le week-end du 25 et 26 janvier, il y aura les portes ouvertes pour les étudiants, le samedi 25, et le dimanche 26, on ouvre vraiment au grand public. Là, ce sera des visites guidées du laboratoire et aussi de quelques salles d'enseignement. Et rappelez-nous à quel endroit ça se situe, c'est du côté de la fac? C'est sur le campus de l'université, oui, tout à fait. Et pour venir visiter, il faut s'inscrire au préalable ou on peut... La visite est sur inscription, tout à fait. Et donc là, il y aura peut-être des étudiants ces jours-là qui pourront montrer un peu les travaux qui sont exercés tout au long de l'année, parce que c'est combien de personnes qui sont là, demeurent Alors on est 170 dans le labo de recherche et on a 450 étudiants que sur l'acoustique à l'Université du Mans. Donc effectivement, les visites seront données par les étudiants et les chercheurs de l'Institut. C'est vrai que c'est un institut assez exceptionnel, ce que vous faites, ce que vous réalisez. Franchement, ça vaut le détour et ça mérite qu'on en parle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les cloches. Il y aura peut-être d'autres thématiques aussi dans l'année, comme celle-ci. Et puis tous les 2 ans, il y a la Biennale du son, le Mans sonore. Donc là, cette année, on est dans un creux où il n'y a pas de biennale. La prochaine sera en 2026. Mais on prépare dès maintenant la prochaine édition, qui est donc un bon rendez-vous pour le public pour découvrir les actions du son qu'il y a au Mans. Je ne l'ai pas demandé, c'est gratuit l'entrée pour venir assister aux conférences? D'accord, ok, pour ceux qui seraient intéressés. Tout à fait. Merci Alice Demeyer d'être passée nous voir et de nous avoir parlé, présenté ces 2 soirées, ces 2 conférences, donc merci. Voilà, on se retrouve, merci à vous tous d'avoir participé. On se retrouve dans quelques instants avec notre athlète sartois Dominique Chevelier pour parler du phénomène running. À tout de suite.